Je voudrais d'abord remercier M. Claes et l'Espace éthique d'Île-de-France de m'avoir donné l'occasion de traiter de l'interface entre l'éthique et la médiation. J'attendais depuis un certain temps de pouvoir trouver cette occasion parce que ce sont deux termes un peu valises dans lesquels il y a beaucoup de choses et on ne sait pas très bien ce que l'éthique a à faire avec la médiation et la médiation avec l'éthique. Je vais essayer de combler ce trou, si on peut dire, dans le domaine de la santé, qui est mon domaine. Quelques définitions quand même, qui ne sont peut-être pas totalement inutiles, pour voir un petit peu ce qu'il y a autour du concept de médiation. Quelles sont les notions proches qui l'alimentent ou qui s'en distinguent? Le droit, directum, ce qui est juste en latin, l'ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux et qui servent à établir les règles juridiques. Est-ce que j'empêche que vous voyez là? Oui, alors je m'assieds. Très bonne solution. Il faut oser une parole. Oui, absolument. Et c'est la définition du Larousse. De la même manière, l'éthique, c'est grec cette fois-ci, qui veut dire morale. L'ensemble des règles de conduite, dit le Larousse, pas très précis, mais ce qu'on voit derrière, et je crois que ce que nous avons tous vu, c'est le passage historique entre la notion de morale, qui avait une référence religieuse, et une référence à des principes bien définis, très spécifiques, à une notion qu'on pourrait dire plus laïque, plus générale, et une notion dont l'objectif est plus que des principes, une application. Est-ce que je suis cohérent avec la pensée consensuelle? Le troisième terme, qui est peut-être plus cher aux médecins, c'est la déontologie. Déon, logos, déon, ce qu'il faut faire, et logos, logique. Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. Là, on est clairement institutionnalisé, si j'ose dire. La conduite de ceux qui l'exercent et les rapports entre eux et avec le public. On voit derrière très clairement la déontologie médicale. Passons, si vous voulez, de ces concepts qui sont extérieurs, mais qui, vous allez le voir, sont quand même proches de la médiation, à ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des différends, ce qu'on appelle les mardes, d'un slogan un petit peu réducteur. Dans ces mardes, dans ces modes alternatifs de règlement des différends, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas la médiation et dont il faut la distinguer. L'arbitrage, qui est le règlement d'un différend par un tiers auquel les parties ont décidé de s'en remettre. C'est-à-dire que l'arbitre décide. Et a priori, les parties lui ont donné leur accord pour que ce qu'il a arbitré s'impose à eux. Donc l'acceptation a priori. Deuxièmement, la négociation. C'est l'échange direct entre les parties sans intervention d'un tiers. Ensuite, il y a la conciliation. On se rapproche petit à petit. Un tiers, donc le conciliateur, aide les parties à trouver un accord. Et on voit bien que dans cette dernière situation, il y a une proximité, on pourrait dire, il y a même une superposition partielle entre ce qu'est la conciliation et la médiation, ce qui fait que très souvent les conciliateurs se considèrent comme des médiateurs, mais vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence, et une petite différence qui n'est en fait une grande différence. Alors qu'est-ce que la médiation ? Très pratiquement, il y a deux types de médiation. La première est judiciaire. Il s'agit d'un juge qui, saisi par un plaignant contre un adversaire, les invite à s'informer sur la médiation, mais n'a pas la possibilité de les y contraindre. Donc la médiation judiciaire n'est qu'une proposition que les parties doivent accepter pour la mettre en œuvre. Le deuxième type de médiation, la médiation conventionnelle, beaucoup plus courante, c'est deux personnes ou deux groupes qui s'entendent pour solliciter un tiers, le médiateur, vous voyez déjà la démarche qui vient des parties et non pas du médiateur. Le médiateur qui aura pour fonction de les aider à trouver eux-mêmes une solution amiable à leurs différends. Et ça, c'est un point absolument fondamental, car il y a un glissement entre le personnage médiateur, et je pense que Sacha, si vous permettez, l'a remarquablement expliqué dans la pratique. Il s'agit d'un glissement entre celui qui détient en principe le savoir et l'autorité et qui va se dessaisir de ce pouvoir et de cette autorité
pour faire émerger, pour aider à faire émerger la responsabilité, la dignité, la reconnaissance et la responsabilité de trouver la solution. Car au fond, les deux parties, c'est elles qui connaissent leur histoire, c'est elles qui connaissent le contexte, c'est elles qui ont les éléments que n'a pas le médiateur. C'est donc eux, au bout du compte, qui vont devoir être de véritables acteurs, le médiateur n'étant qu'un facilitateur, vous avez employé ce mot, qui va entraîner un empowerment des parties. Alors, quelques références historiques pour dire, et on le voit là, qu'il y a effectivement de l'éthique et du droit. La résolution amiable des conflits, du droit à l'éthique et à la médiation. Reprenons encore notre grand ancien Aristote, et je vous conseille vraiment de lire ce petit ouvrage qui s'appelle L'éthique à Nicomaque. C'est extraordinaire de voir comment cette pensée qui remonte à 2500 ans a traversé le siècle et est devenue une pensée classique. C'est-à-dire pas seulement quelque chose qui est ancien, mais quelque chose qui continue à nous dire actuellement, ici et maintenant, quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Telle est la nature de l'équitable, c'est-à-dire l'éthique. C'est d'être un correctif à la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité. Ça a été très bien dit par Sacha aussi, en l'illustrant dans sa pratique d'animateur social. La loi est utile, le droit est utile pour régler les choses, mais il ne peut pas tout régler. Et il ne peut pas régler en particulier des situations très particulières où la loi, dans sa généralité, ne peut pas apporter une solution. Il y a donc un moment où il faut savoir s'arrêter. On va voir des illustrations tout à l'heure, et laisser la parole à une situation qui sera plus individuelle, plus contextualisée, plus secrète, plus discrète, mais qui peut, elle, apporter une solution. Deuxième référence, Gandhi. Un des autres principes de la médiation, c'est la non-violence face à la violence. Alors, je ne vais pas tout dire de l'histoire de Gandhi ou des grands acteurs de la paix qui, malheureusement, souvent ont été assassinés. Martin Luther King, Anwar el-Sadat, Yitzhak Rabin. Ça montre à quel point être artisan de paix, ce n'est pas une sinécure. C'est un risque fondamental. Et ce risque, Sacha, lui aussi, l'exerce. Parce que, mais oui, dans cet univers de gens vulnérables, il y a de la violence. Et la violence peut quelquefois éclater sur celui qui voudrait faire le bien, entre guillemets. Que dit Gandhi? Et ce qui m'a vraiment frappé dans son livre, la non-violence de ces 30 dernières années avait été appliquée par les faibles. Il parle de l'Inde, bien entendu. L'Inde n'a aucune expérience de l'autre non-violence qui est celle des forts. Alors entendons-nous entre faibles et forts, cette non-violence des forts est la force la plus irrésistible qui soit au monde. Laissons la part de l'utopie, mais l'utopie c'est quelque chose qui peut advenir aussi, et c'est pour dire, et c'était à mon avis une véritable prophétie de Gandhi, c'est que ce sont les faibles qui se sont emparés de la violence. N'empêche que le jour où ceux qui doivent être les exemples, qui ont une certaine expérience, certaines compétences, pour être des leaders d'opinion, des entraîneurs, des facilitateurs, lorsque eux interviennent et exercent la non-violence, ils ont le poids d'une responsabilité qui est particulièrement risquée, mais qui, dans le long terme, est efficiente. On l'a vu avec Martin Luther King, qui a fait gagner 30 ans à la discrimination aux États-Unis. Donc, je crois que nous tous, qui sont, je me mets avec vous dans ce genre de situation, avec le travail que l'on fait dans ce registre d'appliquer le respect de l'autre, d'instruire à charge et à décharge, comme le disent les juges, de tenir compte de l'opinion de l'autre. Dieu sait que c'est extrêmement rare à l'heure actuelle. On prend des risques, mais dans le long terme, ça marche, ça peut marcher. Alors, la référence a été inscrite dans un livre que nous avons fait il y a 1 an sur la médiation et santé comme un nouveau droit de l'homme. Alors, parlons de la médiation en santé. Qu'est-ce que c'est que le milieu de la santé? Le milieu de la santé, c'est un milieu en mutation culturelle. Ce n'est pas le seul, mais je peux vous dire, pour y avoir été dedans pendant plus de 50 ans, c'est vraiment une actualité explosive. Les patients et les familles sont insatisfaits. Ça, c'est
une réalité, et ils le sont de plus en plus. Il faut avoir le courage de dire les choses. L'accessibilité des soins se dégrade. Ça aussi, dans ce pays qui a été considéré comme le premier par l'OMS il y a 15 ans en matière de santé, je suis bien placé pour le savoir comme retraité, je ne passe pas une semaine sans qu'il y ait 3 ou 4 demandes qui viennent me dire: est-ce que tu peux me trouver une consultation d'ophtalmo à moins de 6 mois? Est-ce que tu peux me trouver une consultation avec un type qui m'écoutera et pas celui que j'ai l'habitude d'écouter? 3 ou 4 fois par semaine. Donc ça prouve bien que le système démocratique de la République ne fonctionne pas de façon satisfaisante. Je pourrais en avoir 1000 exemples, y compris personnels. La technologie s'accroît. Ce n'est pas pour dire qu'elle est mauvaise, la technologie. C'est une avancée fantastique. Nous bénéficions tous de l'avancée des sciences. Pensons à l'arrivée de la vaccination, dans laquelle Pasteur a joué un rôle considérable. Elle a épargné des millions et des millions, sinon des milliards de morts et de handicapés. J'ose le dire parce que justement, elle est contestée, comme vous le savez. Et on écoute plutôt Isabelle Adjani, qui considère que dans 20 ou 40 ans, je la cite, la vaccination sera un crime contre l'humanité. Eh oui, mais c'est écouté à travers les réseaux sociaux. Nous avons là aussi une responsabilité d'expliquer, de rendre compréhensible, mais en même temps d'écouter les questions. Ce n'est pas par hasard que les gens se posent la question, parce qu'il y a effectivement quelques inconvénients. Si la technologie s'accroît et prend une place grandissante, eh bien parallèlement, le temps d'écoute, c'est-à-dire le temps de l'alliance thérapeutique, et je reviens sur la réflexion très, très, très profonde et très importante à laquelle il faut répondre. Parce que c'est la réalité, ce que vous avez dit, monsieur. C'est que les sachants n'écoutent pas, majoritairement. Et ce temps s'est rétréci. Ça, c'est une donnée du problème, pour un certain nombre de raisons. Mais il y a une hiérarchie des choses, et le dialogue singulier, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Et si on réduit trop le temps d'écoute, on n'apprend pas l'histoire, on n'apprend pas la personnalité, on n'apprend pas le contexte, qui sont des déterminants fondamentaux de l'action thérapeutique. Et puis, la prévention n'est pas bonne en France. Alors, la prévention, c'est très efficace, et on est beaucoup plus une maison de cure qu'une maison de prévention. Les médecins sont en grève, ce n'est pas dans la culture médicale. J'ai connu une époque où c'était quasiment impensable. Les déserts médicaux s'accroissent en France. Ennuyeux pour une république où l'égalité est au fronton de nos palais nationaux. Il faut résoudre ce problème. C'est injuste. Ce n'est pas possible d'accepter que tout le monde se concentre dans le 16e arrondissement et à Montpellier. Il faut faire quelque chose, et je crois qu'on est arrivé à un stade où toutes les solutions qui ont été proposées doivent être dépassées par, là encore, le rendu des jeunes médecins au cadeau que leur a fait la République française en payant leurs études. C'est-à-dire, et là je vais peut-être dans un exemple un petit peu gonflé, mais peut-être que dans les 3 premières années, ils rendent en allant aux urgences, en allant en psychiatrie, en allant dans les déserts médicaux, ils apprendront beaucoup et ils rétabliront cette injustice croissante que sont les déserts médicaux. Les spécialités sinistrées, c'est toujours les mêmes, les urgences, c'est dur de travailler la nuit, c'est vrai, la réanimation, la psychiatrie, catastrophe. Catastrophe, les gens ne veulent plus faire de la psychiatrie. C'est plus simple d'être dermatologue, c'est plus simple de faire du journalisme. Je n'ai rien contre le journalisme, mais il y a beaucoup de médecins qui en font. C'est plus simple de faire les médecines alternatives qui sont en vogue. Je ne suis pas ça pour les détruire. Mais c'est autant qui se retire de la médecine à base scientifique. Les hôpitaux français sont trop nombreux. 3 fois plus qu'en Allemagne. Ils n'ont plus les moyens humains et les moyens techniques d'apporter les soins au niveau nécessaire. Donc il va falloir des regroupements. Vous imaginez les difficultés que ça entraîne. On les voit avec la fermeture des maternités, mais dont certaines sont pleinement justifiées pour des raisons de sécurité. Et puis, il y a aussi une désorganisation des filières de soins. Le passage d'un service à un autre, par exemple de la réanimation à la réinsertion,
chez les handicapés. Ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. On est dans ce contexte de plainte générale des professionnels, de attention, je ne veux pas déséquilibrer le service, je ne veux pas me faire face à une grève, donc je vais refuser les malades les trop lourds, donc je vais refuser les malades trop âgés. C'est la religion du refus. Et un certain nombre d'entre vous l'ont vécu. Quelle est la solution? La solution est personnelle. C'est-à-dire qu'il faut que dans chaque service, il y ait un personnage, l'idéal est le chef de service ou l'animateur, parce qu'il a justement le pouvoir de décision, qui régulièrement se concerte avec une autre personne. Ce n'est pas un ensemble de 20 personnes qui se réunissent, c'est une perte de temps. C'est une personne et une autre personne en situation de responsabilité, éventuellement deux, qui vont effectivement régulièrement traiter ce problème du passage d'une situation à une autre en évitant le retour à l'administration pour régler les problèmes. Ce sont des responsabilités médicales, professionnelles. En résumé, en France, comme ailleurs, dans un certain nombre de pays, mais particulièrement chez nous, on est dans une politique de l'offre. On fait des machines, on favorise les centres hospitaliers universitaires, et on n'écoute pas. On n'écoute pas la voix des gens qui souffrent, des patients et des familles. Est-ce qu'on leur donne la parole de façon institutionnelle pour dire ce qu'ils ressentent? J'ai entendu récemment dans un colloque sur les états végétatifs et post-irrationnels. Vous connaissez ces gens qui sont dans une situation de dépendance totale, qui n'ont plus de possibilité de communication pendant des années et des années. Et j'ai entendu la mère d'un blessé qui est dans cette situation-là, qui nous a décrit les problèmes tels qu'ils se posaient à elle. C'était une exposition de savoir absolument fantastique. Et je lui dis, mais il faut absolument que vous rentriez dans un diplôme universitaire, que vous ayez une part d'intervention. Les conflits s'accroissent, évidemment, dans cette situation. Un climat d'exigence qui se comprend face à la dégradation de la qualité des soins, et de défiance. Et ça, c'est un fait nouveau un petit peu ennuyeux. Maintenant, les patients et les familles vont sur Wikipédia, connaissent un certain nombre de choses, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis, de toute façon, même si on pense que ce n'est pas une bonne chose, c'est ainsi et il faut faire avec. Donc, on est passé d'une confiance a priori vers quelqu'un qui prenait des décisions à non seulement une rééquilibration, qui est une très bonne chose en soi, entre les deux partenaires, mais en même temps qui est fondée, et dans ce milieu de polémique dans lequel on vit, ça a été décrit par le deuxième intervenant, sur cette dégradation du lien social et cette montée de la polémique au lieu de l'échange. Et on arrive à une situation de défiance qui n'arrange pas les choses. Les scandales médiatiques y ont joué un rôle, bien entendu. Et puis, la réglementation du Code du travail, du Code de la santé publique, des multiples décisions, des multiples lois, des multiples décrets, fait qu'on est dans un dédale qui est de plus en plus complexe et qui est inappliqué. Donc ça ne va pas. Je vais prendre l'exemple de l'indemnisation des blessés, par exemple, d'un accident de la route. Maintenant, un blessé grave, il faut 15 ans pour qu'il soit indemnisé. Parce que les choses se compliquent, qu'il y a des arguments juridiques qui permettent de reporter les choses. Et je le vis comme expert. C'était autrefois un milieu où on pouvait échanger, où on pouvait argumenter dans une certaine courtoisie. Maintenant, c'est une foire d'empoigne où les gens s'insultent. Avocats et médecins s'insultent les uns les autres. Quelles sont les causes des conflits? Le défaut d'information, fondamentalement. La petite fiche, quelquefois, c'est 2 ou 3 pages qu'on demande aux malades de signer, souvent incompréhensible, avec des termes qu'il n'est pas en mesure de comprendre. Ça ne suffit pas. Il faut un échange oral où le patient a pu poser ses questions et on a pu y répondre, éventuellement en 2 temps. Quand il s'agit vraiment de quelque chose de très lourd, de l'engagement dans un traitement très lourd, j'ai un petit peu pour habitude de faire un premier échange et de laisser l'adhésion du patient à une deuxième réunion, pas très lointaine bien sûr, parce que sinon ça prendrait trop de temps,
Et il aura eu le temps de phosphorer, de réfléchir. Au début, il était stressé, et de poser les bonnes questions et donner à ce moment-là un consentement qu'on pourra penser un peu plus éclairé. Ne soyons pas dupes. À côté des défauts d'information, les erreurs médicales, mais aussi l'aléa thérapeutique. Et oui, il y a un pourcentage de risque dans toute intervention, et il faut que les gens le sachent. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer que ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'il faut s'abstenir de cette intervention? Mais quels sont les risques de l'abstention aussi? Tout ça demande du temps, mais est au bout du compte le fondateur de l'alliance thérapeutique et de la confiance. La maltraitance et le harcèlement qui se développent de plus en plus, et pour donner un chiffre, les plaintes ont été multipliées par 10 en 20 ans à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc oui, que les choses augmentent, et on voit se dessiner derrière l'émergence timide et encore limitée de la médiation. Alors il y a bien des commissions hospitalières, il y a bien le tribunal, et c'est vrai que ces Gaulois, comme dirait le président, râleurs et qui se plaignent de tout, ont tendance à s'opposer, et que la première réponse, ça va être effectivement d'aller au tribunal et de faire un procès. Et il faut savoir aussi le temps que ça dure, l'argent que ça coûte, et le fait qu'à la sortie, il y a un gagnant et un perdant. Les commissions hospitalières qui ont été fondées, et ça c'était un grand moment incontestablement à la loi Kouchner, ce sont des commissions où il y a plusieurs personnes face à une personne, éventuellement avec sa famille, rarement avec un avocat. Donc déjà une situation d'asymétrie, et puis pas dans le secret, parce que souvent le rapport il va un petit peu partout. Donc ça ne crée pas beaucoup la confiance. Et l'impression souvent dans ce genre de situation, tribunal ou commission hospitalière, de rentrer comme victime et de sortir avec le sentiment d'être un accusé. Alors la médiation en santé proprement dit, comment ça marche? Qui est en cause? Un patient et une famille vulnérables face à un médecin, entre guillemets, qui sait, et l'institution qui le protège. Donc on est d'emblée, plus que dans d'autres situations, dans une situation d'asymétrie. Et cette asymétrie, si on veut que les choses marchent, il va falloir la rétablir. Il va falloir une véritable discrimination positive, me semble-t-il, qui donne l'égalité. Ça peut être aussi ça. Quand quelqu'un n'a pas les moyens de s'exprimer, on lui donne plus de temps. On lui laisse plus de temps de repos pour pouvoir effectivement qu'il soit un partenaire responsable. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Ça peut être aussi des plaintes entre professionnels qui se développent, en particulier entre des professionnels de santé et une direction. Ça c'est aussi en train de se développer. Mais l'essentiel, c'est quand même l'interface entre les professionnels de santé et les usagers. Un médiateur indépendant, ce n'est pas forcément simple, ça veut dire sans conflit d'intérêt. Et s'il pense avoir un conflit d'intérêt, il doit l'exprimer. Avant que les parties acceptent. Voilà, j'ai été dans telle situation, est-ce que vous acceptez? Très souvent, quand on leur explique, les gens acceptent. D'ailleurs, le seul fait qu'ils aient fait la démarche d'aller en médiation est un pas considérable. Donc, j'ai jamais eu... Il m'est arrivé, par exemple, j'étais médiateur, j'étais médecin référent dans une association qui gérait 14 établissements pour personnes handicapées. Je n'ai pas fait de médiation dans le secteur des personnes handicapées, je l'ai fait dans le secteur des EHPAD, où je n'avais aucune responsabilité et que je ne connaissais pas. N'empêche que j'étais quand même un agent de l'association. Donc j'ai expliqué aux gens, d'abord par écrit, puis ensuite par oral, voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Jamais ils l'ont refusé. Jamais. Donc, la deuxième chose, c'est tenue au secret. Ça, c'est un point fondamental, c'est le point de la confiance. Si on pense que ce qu'on va dire va être diffusé à droite et gauche, et vous savez, il y a une règle, comme disait le préfet de police, quand 3 personnes sont dans un secret, je suis parmi les 3. 2 personnes, 3 personnes, ça y est, ça part. Donc le secret, qui doit être, à mon avis, absolu, il faut que les gens sachent que ça ne sortira pas, y compris dans un procès, y compris dans une démarche hospitalière. Le secret absolu. Là, la confiance peut émerger et il peut dire ce qu'il a envie de dire, il peut exprimer ses ressentis.
il faut que ce médiateur soit formé. Le bon sens ne suffit pas. Comme dans beaucoup d'actions humaines, une certaine expérience, non seulement de la santé, mais aussi de la technique de la médiation, qui n'est pas quelque chose de si simple que ça, parce que c'est aller à l'encontre de ces instincts et de ces réponses un peu rapides, de ces préjugés, pour dire les choses, qu'il va falloir modérer pour être capable d'avoir une animation qui soit une animation indépendante, neutre, facilitante, mais débarrassée de tous les préjugés du médiateur, ce qui demande du temps. Au niveau du cerveau, c'est un circuit long. Je crois qu'il vaut mieux que dans le milieu de la santé, ce soit quelqu'un qui connaisse le monde de la santé. C'est un débat. C'est un débat parce que c'est aussi, d'une certaine manière, c'est le problème des experts, c'est le problème des spécialistes, c'est le problème on est trop dans le bain, on n'a pas une vision suffisamment de recul. N'empêche que, dans l'expérience de ceux, ils ne sont pas très nombreux, qui se sont versés dans le milieu de la santé, on a toujours vu que le fait de venir du milieu de la santé, et les partis le reconnaissent très rapidement, donne une autorité, donne une aura de compétence et d'expérience. Donc ceci balance, mais il peut y avoir de très bons médiateurs qui ne sont pas du milieu de la santé. Par exemple, un avocat qui aurait quand même traité du dommage corporel, par exemple, dans le cadre d'une comédiation avec un professionnel de santé. Je dis professionnel de santé, je ne dis pas forcément médecin. Il est souhaitable que des infirmières, des psychologues, bien entendu, rentrent dans le champ. Et ils n'y rentrent pas, malheureusement, ou de façon très limitée. Ou, alors quand? Bien sûr, le plus tôt possible. Il vaut mieux agir quand le conflit ou le différend émerge. Si on attend que le procès soit en cours, que les avocats soient dans le jeu, que les plaintes aient inondé le président de la République et l'Agence régionale de santé, c'est plus difficile. Donc, il faut être attentif. Et ça, ce sont les professionnels qui sont sur le terrain, qui doivent avoir cet esprit de médiation qui fait que quand on voit émerger un conflit, eh bien, on va donner du temps. Et ce temps qu'on pourrait considérer comme perdu, passer 1 heure, 1 heure et demie avec une famille pour dire « mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous contrarie ?» Et on va essayer ensemble de résoudre les choses. C'est au bout du temps un temps retrouvé, car on va éviter le temps perdu dans les conflits. 2 séances, assez souvent, quelquefois plus, qui durent 2 à 3 heures, dans un délai de 3 mois, renouvelable éventuellement 3 mois. Donc, quelque chose de relativement bref et relativement rapide. Où? Alors, ça se passe malheureusement souvent dans le milieu de la santé, c'est-à-dire à l'hôpital, dans l'établissement médico-social. C'est déjà, ce qui a été très bien dit par Sacha, une aura qui n'est pas celle que veut le patient. Donc l'idéal est de trouver un local qui soit un local extérieur, ce qui n'est pas forcément si simple. Et en tout cas, un local qui soit accueillant. Un local où les mobiles sont fermés, pour commencer. Un local où il y a, au départ, des boissons, des croissants. Ça fait partie de la mise en route, des 5 premières minutes Et puis, un moment où on échangera. Alors au début, les gens seront un petit peu contraints, puis en mangeant, eh bien, on parlera éventuellement des enfants, pourquoi pas. Mais ça peut être une clé d'installer une forme de confiance. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, l'information est un élément fondamental. Il faut vraiment travailler sur ce sujet parce que ça coûte très très cher au bout du compte. Non seulement en temps, en argent, en stress pour les professionnels, en démission, en grève. Et donc, passer du temps pour établir une information suffisante, ça c'est vraiment un grand objectif de santé publique. Les erreurs ou les aléas thérapeutiques, j'y reviens pas, maltraitance, discrimination, harcèlement. Ça se développe de plus en plus, et ce fameux mot qu'on appelle le burn-out, qui est très dangereux, parce qu'on y met là aussi tout ce qu'on veut, et qu'on a trop vite fait de mélanger les gens qui vont au suicide. On en voit malheureusement de plus en plus, et des gens qui trouvent, tiens, un bon moyen par là de faire un arrêt de travail, un bon moyen de sortir d'une situation qui lui déplaît. Il y a de tout là-dedans. Et mettre un mot aussi violent,
aussi, je crois que c'est très dangereux. Il vaudrait mieux parler d'épuisement professionnel, pourquoi ne pas parler français? Parce que là, on sait ce qu'il peut y avoir derrière, et on va l'argumenter plutôt que de rentrer dans une... Alors le comment? Les Grecs, ils pensaient que le comment, c'était beaucoup plus important que le temps. Pourquoi? Que le pourquoi et le temps. Alors le comment, il est essentiel, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à percevoir les pensées des autres, intérioriser cette perception pour en faire son profit, avec sa propre personnalité, et jeter ainsi les bases d'une relation qui sera une relation de respect de l'autre dans les deux sens. Ça passe par l'explication des règles dont j'ai parlé tout à l'heure, en début de médiation, avant même que les gens aient accepté. Souvent, d'ailleurs, il faut une réunion qui est simplement une réunion d'information. Les gens ne savent pas ce que c'est. Il faut leur expliquer. Il faut qu'ils y aillent avec une pleine confiance, avec une confiance augmentée, disons, ou une défiance diminuée. Et ça vaut souvent, dans les médiations qu'on perçoit comme difficiles, la dernière que j'ai faite pour un hôpital qui était en faillite, j'ai fait une réunion entière, gratuite, qui ne rentrait pas dans la médiation, pour expliquer et pour essayer d'obtenir vraiment un accord profond des parties. La courtoisie. Là, le médiateur n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il a quand même le rôle, pas le pouvoir, de la forme. C'est-à-dire d'éviter les violences physiques et même verbales. Quelquefois, c'est très difficile, hein, mais ça, c'est sa responsabilité. Et son calme, son regard, éventuellement son humour, sa capacité à prendre en compte de manière astucieuse, reformuler ce qu'a dit quelqu'un, va permettre, dans une certaine mesure, au bout d'un certain temps, de désamorcer cette violence qui est quelquefois nécessaire. Il y a une autre solution, oui, insister sur la liberté des gens. Vous pouvez sortir quand vous voulez, vous n'avez pas à vous justifier. Je n'ai pas le pouvoir, ce n'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez. Les entretiens séparés, c'est particulièrement utile dans le domaine de la médiation en santé, précisément à cause de cette fragilité, de cette vulnérabilité, où le patient va pouvoir s'exprimer seul face au médiateur ou avec sa famille. Mais il sait que le médiateur ne transmettra pas à l'autre partie ce qu'il veut dire. Mais le médiateur aura une connaissance plus profonde des ressentis du patient, et puis quelquefois il pourra lui dire « Mais ce que vous venez de me dire, peut-être vous pouvez le dire en médiation » et l'encourager à le faire. Donc ici, l'entretien séparé a une très grande valeur, et de la même façon aussi la comédiation, qui va permettre dans des situations difficiles éventuellement de faire venir quelqu'un qui n'est pas du monde de la santé et qui pourra avoir un regard un peu plus libéré, je dirais, de la profession et de ses enclumes, et donc de pouvoir échanger à l'occasion des pauses ou à l'occasion des regards, et puis d'être complémentaires. Alors j'ai parlé des commissions hospitalières, des agences régionales qui veulent bien entendu se saisir de la médiation. Elles sont en conflit d'intérêts. Je ne dis pas que c'est inutile, ça a été un progrès incontestable. Mais dans cette situation, particulièrement dans le domaine de la santé, je pense que la médiation doit être dans un cadre restreint où l'indépendance, l'absence de conflit d'intérêts, la liberté, l'absence de pouvoir, parce qu'il voit bien l'agence de santé, elle va en faire son profit pour décider si elle va fermer le service ou les gens se disputent. Donc ça crée un climat qui n'est pas un climat qui va favoriser les relations amiables. Donc, retrouver plutôt des médiations dans un climat de secret, de petit nombre. Alors, comment est-ce que ça se déroule? En gros, il y a deux temps. Je schématise, bien entendu, il y aurait tant à dire sur ce plan-là. Mais Antonio Damasio, dans un livre magnifique qui vient de sortir en 2018, qui s'appelle « L'ordre étrange des choses », montre combien les émotions et les sentiments sont un des éléments fondamentaux de la vie humaine. Ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais même les professionnels, et en particulier les neuropsychologues, beaucoup ne veulent pas entendre parler d'émotions. On ne parle que de raison, au pays de Descartes,
de cognition, mais on ne parle pas de comportement, ou on parle très peu d'émotions et de sentiments. Eh bien, ce premier temps, c'est un temps d'exhalaison des émotions et du ressenti. C'est un préalable indispensable. Damasio a très bien montré, à travers l'IRM fonctionnel, que dans toute décision rationnelle, les circuits de l'émotion étaient allumés avant même que les circuits de la raison le soient. Donc, il faut respecter ce phénomène du ressenti. Vous savez, on a vite fait de dire, mais le problème, c'est pas ça, le problème, c'est un certain nombre de questions carrées qu'on va objectives. Mais derrière, il y a un homme qui a souffert, qui a vécu, qui ressent les choses, un homme et une femme, qui ressent les choses de façon souvent très douloureuse, qui a une histoire qui explique les choses. Si on ne laisse pas le temps à l'expression de ce ressenti, il ne s'agit pas de faire une psychanalyse et d'ouvrir le placard, il s'agit d'écouter ce que les gens ont envie de dire. Et ce qu'ils ont envie de dire, c'est de dire leurs blessures. Et on va voir combien c'est indispensable, suivant cette fameuse règle de Damasio. De l'expression des ressentis va naître l'expression des besoins, ce qui est déjà une marche. Oui, je comprends. Éventuellement, on le reformule pour que tout le monde ait bien compris. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Quels sont vos besoins principaux? On passe déjà à une formulation qui va aller vers le temps de la raison. Et il y a souvent un point de bascule que je vais illustrer tout à l'heure. Je pense que c'est l'illustration qui fera entre les émotions et la raison, un moment d'épuisement où finalement les gens se disent il faudra peut-être maintenant qu'on cherche un moyen terme. Et on arrive au temps de la raison, c'est-à-dire à la construction de l'accord, j'y reviens, par les parties, avec l'aide du médiateur, mais le médiateur restant le plus neutre possible. Le résultat de cette démarche de la médiation, ce n'est pas tellement la réorganisation des points, est-ce qu'il faut le mettre au fauteuil, est-ce qu'il faut le faire marcher, est-ce qu'il faut lui donner tel médicament, c'est la reprise du dialogue. La reprise du dialogue des gens qui ont intérêt à continuer à dialoguer. Et le changement du climat qui va permettre que, dans le long terme, d'autres problèmes soient résolus. Alors j'en termine presque, mais je voudrais quand même rappeler assez rapidement l'éthique du handicap. Car il y a là une situation assez particulière et les Nations Unies ont eu l'intelligence d'ouvrir la boîte des besoins des handicapés et des droits des personnes handicapées. Cette convention a été signée par la France en 2011 autour des grands sigles de la dignité, de la liberté et de l'indépendance. C'est pas si mal que ça. Alors, retirons de cette longue liste des choses qui vont parler et nous montrer combien ces besoins sont difficiles à remplir. La non-discrimination, elle est déjà dans le regard, ça a été dit. L'égalité des chances. Difficile, hein ? Pas besoin de détailler. L'accessibilité à l'éducation, au travail, aux soins, à la vie publique. La protection face aux risques, face aux catastrophes, aux violences, à la maltraitance. Ces vulnérables, ils sont complètement désarmés. Donc, ils ont besoin, là aussi, d'une forme de discrimination positive. La diversité des handicaps. On a parlé du fauteuil roulant, de l'accessibilité. On ne parle pas des handicapés mentaux. Les fauteuils roulants, c'est 350 000 à 400 000. Les handicapés, c'est 5 millions. La majorité, c'est le handicap mental qui est mal connu, mal pris en compte parce que souvent invisible au premier abord. L'autonomie de vie, respectée au maximum. La liberté d'opinion, le niveau de vie et de protection sociale. Alors, est-ce que je dois reparler de l'affaire Vincent Lambert? Simplement pour dire, vous la connaissez tous, vous connaissez 4 ans d'un labyrinthe médico-juridique épouvantable pour tout le monde qui accutise les oppositions. 4 décisions prises et non appliquées, et enfin une dernière qui est en passe d'application, parce que je peux vous dire que les avocats des parents et des frères qui veulent que l'on continue à s'en occuper ils ont été jusqu'au point de se plaindre contre le Conseil de l'ordre
parce que certains médecins n'étaient pas d'accord avec les experts. Pas être d'accord avec les experts, c'est pas une injure à la loi, hein, surtout quand on n'a aucun pouvoir. Eh bien, je pose simplement la question à propos de cette affaire Vincent Lambert. Et si, au départ, quand le docteur Cariguer a vu l'opposition qui existait entre les parents en particulier et l'épouse et d'autres membres de la famille, et si on avait tenté une médiation intrafamiliale pour essayer de trouver les voies d'un compromis partiel, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une complication? Est-ce que vous souhaitez éventuellement qu'un autre médecin vienne sur place? Ça avait été le cas, le docteur Cariguer en a nommé 7. Mais on avait une chance d'éviter cette catastrophe et on était là dans cette situation où la loi ne résout pas les problèmes et où il faut s'arrêter de faire de la juridiction pour retourner au stade de la médiation. Deuxième exemple, très rapide, et j'en aurai quasiment terminé, une personne handicapée, Monsieur X, handicapé physique et mental en établissement médico-social, en EHPAD pour dire les choses, en maison de retraite. Son frère se plaint des soins auprès du directeur. Et cette plainte est tellement violente que les deux sollicitent, avec des termes particulièrement aigus, l'agence régionale de santé, qui ne résout pas le problème, comme on pouvait s'y attendre. Et finalement, le directeur de l'association propose une médiation pour laquelle je suis désigné, proposé, et les parties acceptent effectivement, le directeur et le frère, cette médiation. Je prévois des entretiens séparés ayant entendu la violence sous-jacente. Et je vois un frère qui est un homme déjà âgé, qui a passé 70 ans, et qui est épuisé de colère, qui a le sentiment vraiment qu'on se fiche de lui. Enfin, c'est assez épouvantable. Et dans l'entretien séparé avec le directeur, je lui dirais une seule chose. Je lui disais, laissez-le parler. N'intervenez pas. Restez silencieux, même si ça dure un certain temps. Et puis on verra ensuite. Et ce qui devait se passer, ça commence avec une plainte qui dure 10 minutes. Oui, vous êtes un nul, je vous crache à la figure. Enfin, mais vraiment des choses. Écoutez. Et puis, au bout d'un temps, je vois cet homme qui était rouge de colère. Je me disais, attention, il va faire un accident vasculaire cérébral. Je le vois devenir blême. Ses lèvres tremblent et il dit, j'ai peut-être été un peu trop loin. C'était gagné. Les plaintes sont retirées, le dialogue est repris. Le point de bascule. Les médiations et l'éthique, qu'est-ce que l'on peut imaginer du point de vue d'un médiateur et puis d'un membre de comité d'éthique? L'extension des comités d'éthique dans les établissements, avec une charte incluant la possibilité d'une médiation, qui n'est pas tout à fait l'exercice du comité d'éthique, qui est une implication de la gestion des aspects collectifs, avant la négociation syndicale, mais pas à sa place. Par contre, la médiation est du ressort plutôt des conflits individuels, une application pratique de l'éthique avant la plainte et le procès, mais pas à sa place. Des valeurs pour le bien commun, éthique et médiation, alléger la souffrance, écoute, confiance, autonomie, dignité, justice, je devrais ajouter reconnaissance. Et puis, le modèle biopsychosocial. Je ne sais plus avec qui je parlais tout à l'heure en disant plus on s'éloigne du cycle aigu de la réanimation, par exemple, où la biologie est première, plus on s'écarte et plus le temps de la psychologie, de la sociologie est important au détriment, à juste titre, du biologique. Et ça, malheureusement, les médecins en particulier n'y font pas assez attention. En conclusion, sur 27 médiations que j'ai faites, un quart, et j'ai fini dans 1 minute, et 3/4 ont abouti à une reprise du dialogue, qui était au moins quelque chose d'objectif et qui a montré son intérêt dans le long terme, parce que 6 mois après, j'aurais interrogé les gens pour savoir un petit peu ce qui se passait. Un processus rapide, peu coûteux, gagnant-gagnant, plutôt qu'un long procès, la réussite étant fondée sur le volontariat des parties et le temps d'écoute, et puis aussi avant et après, l'esprit de médiation qui s'infiltre à l'occasion des médiations
qui a transformé l'attitude du directeur chez qui j'avais fait 4 médiations, qui maintenant devenait préventif, et puis à cette occasion, la possibilité de réorganiser les soins. Il faut former les médiateurs en santé, et il y a à l'heure actuelle, je crois que c'est une bonne nouvelle à vous annoncer, à l'initiative d'Édouard Couty, délégué par la ministre de la Santé, Édouard Couty, qui est un ancien directeur de l'organisation des soins, a décidé de former les futurs médiateurs hospitaliers nationaux et provinciaux. Et cette formation que je coordonne touche des leaders d'opinion, c'est-à-dire des présidents d'université. Alors vous allez me dire, des sachants, mais il y a aussi une infirmière, il y a aussi des directeurs d'hôpitaux. Inscrire la médiation dans les établissements, promouvoir la médiation dans la loi, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour la santé. Il va falloir avoir un petit peu plus d'expérience et informer le public. Alors, pour terminer cette illustration que j'ai vécue lors d'un mariage où 2 enfants s'étaient disputés, vous imaginez que le petit garçon a eu le dessus sur la petite fille, et où cette mère de famille a eu l'astuce de les faire jouer aux cartes et de rétablir le dialogue. Je vous remercie de votre attention.